Grenelle a permis aux langues de se délier et il y a eu des débats de fond qui ont été ensuite répercutés dans le discours du président de la République du 25 octobre. Ça, c'est la première étape. L'Alliance a joué un rôle capital, puisqu'elle a regroupé en effet un grand nombre d'associations qui ont réussi à parler d'une seule voix, ce qui a été très important et qui leur a donné beaucoup plus de poids qu'elles n'auraient eu chacune dans son coin. Alors maintenant, nous passons à la phase secondaire, deuxième, c'est le passage à l'acte, c'est le passage devant le Parlement, c'est les lois de programmation. Tout ça va se faire en principe au printemps. Donc effectivement, vous exposez une crainte que je perçois moi-même, c'est que ça se délite petit à petit dans les méandres du rituel parlementaire, où l'on sait que les lobbies seront très présents et où les associations seront moins présentes. Donc nous avons à être, comme on dit dans le langage politique, vigilants et à suivre de très très près ce qui va se faire désormais. Ça, c'est notre tâche et notre responsabilité aujourd'hui. Le protocole de Kyoto avait laissé, en dehors de ses ambitions et de ses projets, les pays en développement, lesquels disaient vous avez, vous, beaucoup contaminé la planète et maintenant vous voudriez nous imposer des normes qui nous contraindraient beaucoup. Alors, ce qui se passe à Bali, c'est une redistribution des cartes. Il semble qu'on dise tout et un peu le contraire de tout. En tout cas, aujourd'hui, Bali n'est pas terminé au moment où nous conversons ensemble, mais il me semble ressentir une sensibilité accrue par rapport au réchauffement climatique, parce que ça se voit, parce que dans tous les pays, il y a des problèmes liés au réchauffement qui sont des aggravations des phénomènes météorologiques avec des inondations, des cyclones, des sécheresses, etc. Et donc je vois que la prise de conscience planétaire est aujourd'hui très forte. Pas seulement en France, c'est vrai un peu partout dans le monde. Et j'espère que cette prise de conscience permettra, pour l'après-Kyoto, d'aller plus loin et de taper plus fort. Parce qu'il semblerait qu'on soit dans l'obligation d'être très vertueux et très courageux si nous voulons limiter le réchauffement à 2 degrés, comme c'est l'ambition que l'on se propose. Ça sera très difficile, il faut le savoir, mais je constate aussi que, par exemple, l'Europe se veut exemplaire, puisqu'elle veut passer à 20 et même peut-être 30% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020, et que nous ne pouvons pas demander quoi que ce soit aux autres pays de la planète si nous ne commençons pas nous-mêmes par donner un bon exemple. Alors c'est pas pour infliger un exemple, mais c'est pour parler avec une certaine cohérence. Et c'est ça l'enjeu de Bali. Et il faut ajouter que le fait que ce soit les Nations Unies qui, une fois de plus, organisent ces rencontres montre combien il est important que toutes ces questions soient posées à l'échelon planétaire. Même si la France devait être vertueuse, ce dont je ne suis pas sûr qu'elle le sera en ce qui concerne les énergies renouvelables, mais je sais que l'Angleterre l'est, que l'Allemagne l'est, ça ne serait pas suffisant. Le problème est planétaire et c'est effectivement aux Nations Unies d'être moteur. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que dans ce moteur, il y ait un second moteur qui soit l'Union européenne. Je pense que l'économie et l'écologie doivent se marier et aboutir à des solutions positives pour tout le monde. Je prends un exemple. On parle de diminuer les dégagements de gaz à effet de serre. On a raison d'en parler. On a tout à fait tort de ne pas ajouter que si l'on fait des constructions écologiques isolées thermiquement, on va diminuer la facture de chauffage des gens et qu'il y aura un bénéfice aussi pour le commun des mortels. Et qu'à une période où on parle tant de la protection du pouvoir d'achat, ce sera un facteur très positif.
Donc on voit que ce qui est positif pour l'écologie est positif aussi pour l'économie, et positif aussi pour faire des économies. Donc il n'y a pas une antinomie. Et dans mon livre « C'est vert et ça marche », j'ai pris 50 exemples dans le monde entier où l'on voit bien que l'un et l'autre peuvent aller parfaitement de pair. C'est une question de volonté et c'est une question aussi de notre capacité d'adopter les bonnes solutions avec courage, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que trop souvent le développement durable c'est de la communication. Et moi je voudrais qu'on passe aux actes et qu'on choisisse de bons exemples et qu'on les suive. Le fait du changement climatique est indiscutable, les chiffres sont là, les constats sont là, tout le monde se rend bien compte que le climat s'est réchauffé. Sur les causes anthropiques sont effectivement mises en avant. Il n'est pas exclu qu'il y a des causes naturelles aussi, puisque les climats ont toujours changé, et puisqu'au cours de ce seul millénaire qui vient de s'écouler, il a fait très chaud sous Saint-Louis et très froid sous Louis XIV. Donc il y a des cycles. Malheureusement, ces cycles sont très mal connus. Et je ne crois pas qu'on travaille assez sur ces questions. Toute la science climatologique est basée sur l'effet de serre. Je ne suis pas sûr que l'on travaille beaucoup sur ce qui pourrait être cause des réchauffements naturels. Alors il y a eu cette information sur Mars, effectivement, qui laisserait entendre que l'émission solaire est plus forte. Il y a un scientifique suisse qui dit juste le contraire. Donc tout ça est très très flou encore et on connaît encore fort mal les causes des réchauffements ou des refroidissements naturels. Et tant qu'on n'aura pas bien compris comment tout ça fonctionne et selon quel cycle, on ne pourra pas apprécier la part éventuelle d'un réchauffement naturel qui pourrait se cumuler avec l'effet de serre. C'est tout le problème, c'est que ça ne se voit pas. Vous n'imaginez pas Patrick Poivre d'Arvor commencer son bulletin d'information aux 20h en disant cet après-midi, une espèce végétale a disparu au fin fond de la jungle amazonienne. Ça ne fait pas partie de l'information parce que cette érosion se fait dans un silence général et sans qu'elle soit vraiment suivie par le commun des mortels. Alors on est très sensible à l'ours polaire, à l'orang-outan, aux gorilles, c'est-à-dire aux grandes espèces auxquelles nous sommes affectivement attachés, mais nous sommes complètement étrangers à ce qui se passe au quotidien pour les insectes, pour les petits vertébrés, pour les petites fleurs, qui en effet ont tendance à disparaître. Quand j'ai fait mes études de pharmacie, j'ai fait un herbier. Il y a de ça maintenant 55 ans, j'ai récolté des fleurs sauvages dans mon village, sur les chemins de champs, dans les moissons. Si j'y retourne aujourd'hui, tout ça a complètement disparu parce que les pesticides et les herbicides ont fait des dégâts phénoménaux et ont éliminé les plantes sauvages, de sorte que les abeilles ne sont plus convenablement nourries. D'autant plus que la luzerne et le trèfle ne sont plus cultivés par les paysans. Alors il y a un affaissement des populations d'abeilles qui en plus sont fragilisées par l'effet des pesticides. Et voilà toute une série de raisons qui font que cette espèce est en grand danger. Mais nous le voyons parce qu'il s'agit des abeilles et qu'elles nous concernent. Pour d'innombrables autres espèces, nous ne voyons rien du tout, parce que nous ne les suivons pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'occuper de chaque espèce de coléoptère, ou d'insectes, ou de petits vertébrés. Donc il y a une érosion qui se fait dans un silence général, et c'est une des raisons pour lesquelles il est difficile de faire sentir aux gens la problématique de la biodiversité. Or, la vie est biodiverse, et la nature fonctionne avec un grand nombre d'espèces qui sont en interrelation. Et si certaines espèces nombreuses disparaissent, cela crée des déséquilibres. Et la nature résulte d'équilibre dynamique, mais d'équilibre. On risque de déséquilibrer.
la nature, de voir proliférer des plantes très conquérantes, de voir disparaître d'autres plantes ou d'autres animaux. Et donc c'est une préoccupation majeure, mais qu'il est très difficile de faire rentrer dans la compréhension du public, parce que c'est moins spectaculaire que par exemple un hiver sans hiver. L'environnement et moi, c'est qu'on est en train de faire de l'isolement dans notre maison. C'est que je prenais la voiture, je prends le train. C'est pas que ça m'arrange, parce que je n'ai pas cette capacité qu'ont la plupart de mes contemporains de parler tout fort dans le train à un téléphone portable. Moi, je travaille sur dictaphone, donc je ne peux pas infliger à mes voisins de compartiment dans le TGV mes élucubrations sur le climat. Donc c'est un peu moins commode pour moi du point de vue du travail, mais je me suis organisé en conséquence et je trouve qu'il est vertueux de prendre le train et de ne pas prendre la voiture quand ce n'est pas absolument nécessaire. Donc j'ai changé de pratique et de stratégie dans ma vie personnelle depuis 3 ans. Oh, parce que c'est là que j'ai compris qu'il fallait être logique et conséquent avec son propre discours, et que si on n'est pas conséquent avec son discours et ses convictions, on n'est pas audible, on n'est pas crédible et on n'est pas en accord avec soi-même.